Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, mon nom est Anissa Bellal et je suis la directrice exécutive de la plateforme pour la construction de la paix à Genève. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue pour cette première session thématique du Forum de la coopération internationale, pendant laquelle nous allons discuter du Nexus pour la paix et comment nous pouvons travailler ensemble en Afrique de l'Ouest. Nous avons environ 1h30 devant nous pour aborder et comprendre les enjeux de cette question avec notre éminent panel. Cette discussion sera structurée en 4 parties et nous aurons du temps aussi pour répondre à vos différentes questions. L'objectif de ce panel est de mieux cerner ce fameux nexus, ce lien entre les aspects humanitaires et du développement qui ont comme conséquence certains impacts sur la construction de la paix. Mais avant de passer la parole à nos experts et à nos invités, nous allons tout d'abord visionner un court reportage sur le travail des cercles de la paix au Mali, qui illustre notamment l'importance de la participation des femmes dans la construction de la paix dans cette région. Depuis plus de 10 ans, le Mali traverse une crise multidimensionnelle ainsi qu'une crise sécuritaire. Aujourd'hui, une grande partie du pays est sous le contrôle de groupes armés extrémistes. En outre, il existe une demande historique pour une plus grande autonomie du Nord. Un accord de paix a été signé en 2015, mais sa mise en œuvre n'a pas abouti. Le cycle de violence et de contre-violence domine dans de grandes parties du pays, avec des conséquences dévastatrices pour la population civile. Les villageois se retrouvent pris entre les fronts et nombre d'entre eux sont forcés de se déplacer. Les femmes et les jeunes filles en sont les premières victimes. Elles constituent, avec les enfants, la majorité des réfugiés et des déplacés internes et sont exposées à toutes sortes de violences. Depuis 2015, la Suisse soutient le projet Cercle de paix lancé par l'ONG Wildaf Mali. Les femmes pour la résolution de la crise n'ont pas été invitées à la table de négociation de l'accord. Donc le cercle de paix, c'est un outil, c'est un moyen pour permettre aux oubliés et les vulnérables, les victimes et les sans-voix des conflits à pouvoir s'exprimer, à faire entendre leur version, mais aussi leurs attentes par rapport à la paix et au vivre ensemble. Les cercles de paix réunissent des femmes issues de toutes les régions du Mali, sans distinction de classe, d'origine, de religion ou d'affiliation politique. Ils offrent un espace où ces femmes peuvent échanger leurs expériences liées au conflit et discuter ensemble de l'avenir du pays. Nous les amenons par des exercices à comprendre que dans une communauté, nous sommes tous liés et que comme une toile d'araignée et que tant qu'une personne de la communauté a des problèmes, c'est toute la communauté aussi a ses problèmes et qu'il faut que nous nous donnons la main pour que nous puissions aider les uns et les autres à se réconcilier avec elles-mêmes et aussi à se réconcilier avec les personnes qui leur font du mal. Nous avons appris à partager des choses très intimes que nous n'avons jamais parlé. Donc c'est ce qui m'a beaucoup touchée aujourd'hui. Aya famia ni formation ina ka fo ambe kilingilin joyorobi insécurité wulila wa ambe be se ka ko do ke chogomina yele Mali kasekana. Aujourd'hui, on a un peu discuté sur les modes de participation des femmes et de la responsabilité des femmes, c'est-à-dire la résolution 1325 qui consiste à mettre beaucoup de femmes sur les plateaux de prise de décision, c'est-à-dire au moins 30% des personnes qui vont prendre des décisions doivent être des femmes. Le plus grand défi, c'est d'amener les femmes à prendre conscience de la valeur de leur participation, qu'elles puissent comprendre que calmer les tensions au sein de la famille
dans les voisinages ou dans les quartiers est tout aussi important que de participer à des grandes rencontres avec 1000 personnes et travailler à renforcer davantage cela parce que c'est à travers ça qu'on peut vraiment atteindre une paix durable. Juste après la formation, cet engagement est tout de suite visible car il y en a certaines qui organisent des restitutions spontanées. C'est vraiment une surprise de voir des images d'une restitution qu'elles ont organisées, des femmes arabes, des femmes tamashek, des femmes dogon, des femmes peul, des femmes sorey, qui se mettent ensemble et qui réunissent leurs autres sœurs pour leur parler de comment construire la paix, comment se pardonner, comment se donner la main, comment s'engager. Ça fait vraiment chaud au cœur. Depuis leur lancement en 2015, plus de 200 cercles de paix ont été tenus dans le pays. Ils ont mobilisé plus de 3000 femmes, et ceci avec succès. Et qu'est-ce que nous avons eu comme résultat? À la fin, les femmes et les jeunes formulent des projets de vie. Et ces projets de vie que nous avons intitulés « La paix mise en pratique » sont des petits projets de redémarrage de l'économie locale. En plus, des femmes qui ont bénéficié des cercles de paix font entendre leur voix sur les questions de paix et de sécurité et ont réussi à influencer les décideurs à haut niveau. Des femmes sont parvenues à s'insérer dans le comité de suivi de l'accord. Et ensuite, des femmes ont pu vraiment être membres des mécanismes au niveau régional et local. Donc, le cercle de paix est devenu vraiment un instrument pour la promotion et l'autonomisation des femmes. Mais avec une détérioration supplémentaire de la situation sécuritaire, le retrait de la MINUSMA et l'effondrement de l'accord de paix, la situation économique s'est encore aggravée. Donc la sécurité alimentaire reste critique. De nombreuses femmes ne savent pas comment nourrir leurs enfants. C'est pour cette raison que dans le cadre du projet de paix, la DDC soutient la distribution de kits humanitaires aux déplacés internes. Ces kits visent à soulager les besoins immédiats et à permettre aux femmes de poursuivre leur engagement pour le bien de la communauté et pour la paix. La confiance et l'autonomie gagnées dans les cercles de paix permet aux femmes dans la situation d'aujourd'hui de mieux revendiquer leurs intérêts auprès des autorités formelles et informelles. Bravo Bintou. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter brièvement nos intervenants. Je vais commencer par Madame Bouaré Bintou Founé Samake. Nous venons de nous voir dans le documentaire. Vous êtes la directrice exécutive de WILDAF, Femmes, Droits et Développement Afrique. Nous aurons le plaisir ensuite d'entendre Monsieur Amadou Mama Samba. Vous êtes le haut-commissaire à la sédentarisation au Bénin. Nous écouterons ensuite Monsieur Nicolas Randin. Vous êtes chef de division Afrique à la DDC. Et finalement, Madame Cédrine Benet, vous êtes l'envoyée spéciale suisse pour le Sahel. Je vais vous poser à vous quatre la même question et vous pourrez nous répondre brièvement. Donc, tout d'abord, j'aimerais savoir un peu plus précisément quel est votre rôle et comment vous voyez la situation et les défis en termes de paix dans le contexte dans lequel vous travaillez. Je vais commencer par vous, Madame Bintou. Bonjour et merci beaucoup, Madame la modératrice. Et le plaisir est immense pour moi d'être aujourd'hui avec vous et de pouvoir participer à ce forum sur la paix. La paix, c'est une denrée rare que tout le monde est en train de rechercher et que nous devons préserver à tout prix. Moi, je suis Madame Bouaré Bintou Founé Samake. Je suis la directrice exécutive du WILDAF Mali, qui est un réseau panafricain de promotion et de protection des droits des femmes au Mali. Et aujourd'hui, vous avez vu dans la petite vidéo qui vient de passer que la paix doit concerner tout le monde, les femmes. Et le défi actuel aujourd'hui, les défis actuels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la question de l'insécurité.
Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et l'insécurité a entraîné le déplacement massif des populations vers les grandes villes qui sont pratiquement saturées. Plus d'1 million de personnes se sont déplacées au Mali. Et la moitié constitue les femmes et les enfants. Nous sommes aussi confrontés à la crise humanitaire. Ça a été dit dans la petite vidéo. Et aujourd'hui, selon le coordinateur national humanitaire, 7 millions de Maliens sur 22 millions de populations ont besoin d'aide humanitaire. C'est un véritable défi pour nous. Et c'est les femmes et les enfants qui en souffrent, qui sont vulnérables. Et il y a ce qu'on appelle la question de la participation des femmes. Les femmes n'ayant pas été invitées à la table de négociation, mais nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas baisser les bras. Il faut qu'on agisse et qu'on puisse se faire entendre. Et là, ça c'est une question qui demeure. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? C'est cet outil que nous avons utilisé et que nous pourrons davantage vous en dire parce qu'il y a des questions de temps qui sont là. Peut-être dans les discussions, beaucoup de choses vont jaillir. Et donc, Madame, voilà les quelques défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et qui brossent de façon générale le contexte du Mali. Merci. Merci, Madame Bintou. Monsieur le Haut-Commissaire. Monsieur le Haut-Commissaire, de votre point de vue, quels sont alors les défis à relever? Merci, Madame. Moi, également, à la suite de la grande dame qui est à côté de moi, ce n'est pas facile de parler après une grande dame qui est intervenue et qu'on a vu sur ces images. Moi, je suis Haut-Commissaire à la sédentarisation des éleveurs. Je travaille donc à la présidence du Bénin, auprès du chef de l'État, pour accompagner la politique du Bénin en matière de développement de l'élevage de façon globale. Et donc, je préside le comité interministériel qui s'occupe actuellement au Bénin de toutes les questions liées à la question de l'élevage et aussi à la question de la promotion de la paix, de la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs. Il faut dire que dans nos pays, de façon globale et en Afrique intertropicale, je dis souvent de la Mauritanie jusqu'à la Corne de l'Afrique en Éthiopie, l'agriculture et l'élevage occupent près de 80% de la population. Et ces populations sont parfois en conflit du fait de la raréfaction des ressources, donc du fait de l'accès aux ressources, donc un problème foncier. Il y a également manque de confiance entre ces acteurs parce que chacun est en quête de parfaire son système, d'améliorer, de nourrir ses hommes, sa famille. Ces images que vous voyez, c'est un peu le schéma, disons, sinistre, catastrophique, mais ne pensez pas que ce sont que des photos, mais c'est des réalités du terrain chez nous. Vous savez, quand un conflit éclate entre agriculteurs et éleveurs, comme disait la présidente de l'Éthiopie tout à l'heure, on passe d'un conflit entre acteurs socio-professionnels vers un glissement à un conflit ethnique. Parce que ça devient conflit entre agriculteurs qui sont d'une communauté donnée à majorité et éleveurs qui appartiennent également à une autre communauté. Et ça, c'est les dégâts que nous observons, c'est ce que nous vivons fréquemment. Même aujourd'hui où je parle, je viens de boucler un processus d'accompagnement d'une centaine de campements Peul qui ont été détruits suite à une mésentente entre deux individus et ça a embrasé toute une région. Et ça, c'est fréquent. Voilà les réalités auxquelles nous faisons face. Mais avec l'engagement, avec l'accompagnement de nos partenaires de tous les jours, dont la coopération suisse, je pense que nous sommes confiants que d'ici peu, nous allons rapprocher les uns les autres pour que la question du développement soit réelle. N'oubliez pas que la paix n'est pas un vain mot. La paix, c'est un comportement de tous les jours. Merci, madame.
Merci pour ces quelques mots d'introduction. Nous allons développer bien évidemment après votre travail un peu plus approfondi. Monsieur Randin, expliquez-nous un peu votre rôle et les défis auxquels vous faites face. Très volontiers. Alors la DDC est active dans 18 pays d'Afrique subsaharienne. On a environ 330 millions de francs suisses à disposition par année et on les a pour des actions humanitaires et de développement, donc du court, du moyen et du long terme. Et je travaille étroitement avec la division Afrique politique du département des Affaires étrangères, avec le SECO également, et avec la direction paix et droits de l'homme. Et on travaille vraiment comme une équipe sur ces différents contextes dans lesquels on travaille. Notre travail, c'est donner des opportunités économiques, donner des opportunités de travail à la jeunesse, c'est de faire face aux changements climatiques et aux chocs que ça provoque sur les ressources en eau, sur la production agricole, pastorale, l'accès à l'eau potable. Les services de base sont extrêmement importants pour nous. L'éducation, la santé, l'électricité sont importants. Et la cohésion sociale, c'est peut-être ce qui nous rapproche le plus de la paix. Comment est-ce que la société fonctionne, la bonne gouvernance, les dynamiques locales, les questions de participation. Donc tous ces éléments ont une contribution directe à la paix, à la cohésion sociale et limitent les conflits. Alors les défis sont évidemment très grands. Ce panel est sur l'Afrique de l'Ouest, pas seulement le Sahel. Donc j'aimerais juste mentionner qu'il y a quand même beaucoup de pays qui sont des locomotives économiques en Afrique de l'Ouest, qui ont eu, alors pas forcément des parcours linéaires, mais on a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le SECO, où le SECO est actif au Ghana, et on a aussi le Bénin, où la Suisse est active. Alors la partie côtière du Bénin est très stable, bonne sécurité, développement économique intéressant, bonne dynamique, surtout ces dernières années. Par contre, plus on va au nord et plus on s'approche du Niger et du Burkina Faso, plus il y a des difficultés et un risque que cette insécurité qui vient du Sahel descende sur ces pays côtiers. Donc on a une attention particulière à cette zone-là. Les défis ont déjà été mentionnés en grande partie et j'ai juste pris une photo ici d'un village, non pas pour donner l'idée que l'Afrique est rurale, l'Afrique est de plus en plus urbaine et de plus en plus moderne, mais en prenant cette photo il y a 2 mois au Tchad, au centre du Tchad, je me suis dit, on voit bien la façon dont l'espace est géré. On voit un espace au centre de ce village, qui est un espace communautaire, ensuite des maisons évidemment individuelles et des barrières pour les questions d'élevage, d'agriculture, on voit que les ressources sont sous pression. C'était ça un petit peu le message que vous voulez faire passer. On a aussi des questions géopolitiques. On a des coups d'État qui ont eu lieu dans les 3 pays du Sahel. On a des changements d'alliances géostratégiques. Vous le savez bien, la France a quitté la région, la Russie est arrivée. Ces pays nous disent on est ouvert à toutes les alliances, à tous les partenariats, mais on voit quand même certains changements. On a des problèmes d'infrastructures, on le voit aussi sur cette photo. Quelles sont les infrastructures et où est l'État présent dans ces endroits-là? Et est-ce que les gens font confiance en cet État? Donc cette insécurité qui existe a de multiples raisons d'être. Il y a évidemment quelques extrémistes religieux qui en profitent, mais il faut savoir que 98% des gens qui sont dans ces groupes armés sont des gens du pays même, ce n'est pas des gens qui viennent de l'étranger. Il y a tout ce qui est commerce, tout ce qui est commerce illégal, possibilité d'avoir des revenus, et il y a une insatisfaction sur les possibilités économiques que les gens ont. On a un problème de gouvernance et de corruption également, et un problème démographique. On a souvent 2 à 3% de croissance démographique dans ces pays. Donc un pays comme le Niger ou le Burkina Faso, qui a une vingtaine de millions d'habitants, on parle de 600 000 nouvelles personnes qui rentrent à l'école chaque année. C'est un défi extrêmement important. Voilà, je m'arrête là pour ces défis. Merci beaucoup, Monsieur Randin. Last but not least, Madame Benet. Oui. Eh bien, je suis vraiment ravie de pouvoir discuter et échanger aujourd'hui avec vous sur une région qui nous tient à cœur, l'Afrique de l'Ouest, et en ce qui me concerne encore plus en particulier le Sahel. Alors, le rôle d'une envoyée spéciale de la Suisse dans le Sahel, eh bien, c'est d'abord de renforcer tout le dispositif qu'il y a déjà sur le terrain dans la région,
M. Randin vient de nous expliquer qu'on était présent dans plusieurs de ces pays. Donc c'est un outil supplémentaire de la politique étrangère de la Suisse qui est mis à disposition dans la région et qui met l'accent sur les questions de paix et de sécurité. En fait, la Suisse, elle a 3 envoyés spéciaux dans des régions différentes. Il y a l'ambassadeur Brulart qui est présent dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il y a l'ambassadeur Astier qui est présent dans la Corne de l'Afrique en tant qu'envoyé spécial. Et puis, on a aussi, à travers moi, la présence d'une envoyée spéciale dans le Sahel. Donc, notre objectif, c'est bien sûr de renforcer la présence de la Suisse et la visibilité de la Suisse dans nos régions respectives, mais aussi de favoriser les interactions entre ces 3 régions. Alors, souvent, on me dit, mais tu fais quoi? C'est quoi ton travail? Tu fais quoi? Concrètement, très souvent, je me rends dans les pays concernés, donc principalement Mali, Niger, Burkina, Mauritanie et Tchad. J'y rencontre les autorités civiles et militaires, la société civile, les représentants des autres pays qui sont aussi sur place, ceux des organisations internationales, etc. L'objectif, bien sûr, c'est d'écouter tout le monde, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de faire, bien sûr, passer en priorité les messages de la Suisse. Vous pouvez vous imaginer que pour nous, le dialogue est essentiel, donc on rappelle à chaque occasion l'importance qu'on y accorde, le respect des droits de l'homme également. On propose aussi toujours nos services en matière de bons offices. Et puis tout ça, ça nous permet d'affiner, de renforcer nos analyses sur la situation régionale, puisque j'ai un mandat régional, et ça nous permet de nous adapter si nécessaire, d'anticiper les évolutions dans la région, de toujours faire en sorte que notre pays reste pertinent avec ses actions et son engagement dans la région, puis de saisir des opportunités, quelles qu'elles soient. Donc ça, c'est le travail que je fais sur le terrain. Et puis, il y a aussi tout un travail sur d'autres continents, en particulier l'Europe et en particulier la Suisse, comme aujourd'hui à l'IC Forum, où on parle du Sahel, on parle de la région. Il y aura aussi la semaine de la paix à Genève au mois d'octobre, où j'espère qu'on pourra tous se retrouver. Il y a aussi une plateforme des envoyés spéciaux pour le Sahel, parce qu'il n'y a pas que la Suisse qui a une envoyée spéciale pour le Sahel, il y a aussi d'autres pays. Et mon rôle, c'est de faire en sorte de passer, de transmettre les messages de la Suisse dans cette enceinte pour essayer d'influencer les autres pays. Par exemple, ça tient à cœur de notre pays d'avoir une participation très accrue des décideurs de la région dans nos discussions. Ce n'est pas toujours une approche qui est partagée, donc nous, on essaie de faire valoir notre approche. Beaucoup de choses ont été dites sur la situation dans le Sahel, peut-être, ou en Afrique de l'Ouest. Il y a un élément qui, à mon avis, est vraiment central, c'est le bouleversement qui est actuellement dans la région. Il y a un net besoin de changement, il y a une rupture avec le passé qui est en train de se produire. Les gens sont insatisfaits et ont besoin de nouvelles perspectives. Et ce qui est frappant, c'est la rapidité à laquelle ça se déroule. Ce n'est pas habituel, ce n'est pas dans la norme. Par exemple, les 5 pays que j'ai cités tout à l'heure étaient regroupés dans ce qu'on appelle le G5 Sahel. Ils voulaient redynamiser ça en début d'année, et puis finalement, ils ont fini plus qu'à 2 au lieu de 4-5. Il y a eu le retrait de la mission des Nations Unies au Mali, sur demande des autorités maliennes. Il y a eu un coup d'État au Niger, il y a eu des tensions entre certains pays, et puis finalement une création entre le Mali, le Niger et le Burkina de l'Alliance des États du Sahel. Et ces mêmes pays sont sortis de la CEDEAO, donc la communauté économique régionale. Tout ça en un an. Donc c'est vraiment impressionnant de mouvement et d'ébullition, en fait. En ce qui concerne les défis, bon, il y en a plein, comme on l'a vu, mais je crois qu'un des principaux dans cette région, c'est vraiment qu'on réussisse à s'attaquer aux causes profondes des conflits.
parce que c'est vraiment une des conditions pour une paix durable, au dépit de la situation sécuritaire qui est extrêmement difficile. Merci beaucoup. Donc, après cette première étape d'introduction, nous allons approfondir un tout petit peu plus chacune de vos points de vue et de vos points de réflexion. Je vais commencer avec vous, Madame Bintou. Donc, vous nous avez parlé, vous avez évoqué cette grave crise humanitaire qu'il existe au Mali avec des millions de personnes déplacées, parmi elles beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Comment travaillez-vous avec les différents acteurs locaux, mais aussi nationaux et internationaux, pour faire face à cette crise? Et quel est le rôle pour les femmes que vous mettez en avant dans votre organisation? Merci beaucoup. Comment nous travaillons au Mali? Je voudrais souligner ici que le Mali, aujourd'hui, nous vivons sous un régime d'exception. Et ce régime d'exception a mis en place des principes, 3 principes. Ils ont dit, le premier, c'est la défense, le deuxième, la diplomatie, et le troisième, le développement. Les actions des organisations de la société civile s'inscrivent dans le troisième principe. Il s'agit du développement, c'est-à-dire faire en sorte que tout converge vers l'intérêt des Maliens. Et aujourd'hui, nous avons préconisé de pouvoir agir avec l'outil cercle de paix. L'outil cercle de paix, c'est un outil de dialogue, un outil qui crée un espace créateur de paix et qui est adapté pour les femmes, parce que c'est un cadre où on peut s'exprimer librement, défendre toutes sortes d'intérêts et d'idées dans les cercles de paix. Et le cercle de paix, nous l'avons emprunté de l'Association internationale des femmes artisans de paix, en Suisse, ici, qui a son siège à Genève. Et nous travaillons avec cet outil pour pouvoir permettre aux femmes de pouvoir exprimer leurs besoins et de pouvoir inscrire ces besoins dans les politiques et les programmes qui sont élaborés même à des niveaux très élevés par l'État pour faire que leurs besoins soient pris en compte. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, il y a plus de 200 cercles de paix qui se sont tenus au Mali. Et qu'est-ce que nous avons pu obtenir avec ça? Nous avons pu vraiment inscrire l'outil cercle de paix dans le plan d'action national de la 1325 au Mali. Ça, c'était une première, parce que notre objectif, c'est que toutes les femmes puissent être des actrices de paix au Mali. Et deuxième résultat que nous avons pu obtenir, ça a été dit dans la vidéo, les femmes ont pu s'inscrire dans les mécanismes de mise en œuvre de la paix. Et dans ces mécanismes, on avait le comité de suivi de l'accord, qui n'est plus d'actualité, mais que nous voulons que les négociations pour la paix puissent être encore là. Il y a ce dialogue intermalien qui a été instauré. Et nous avons invité les femmes de tous bords à s'inscrire dans le cadre de ce dialogue intermalien, que nous ne soyons plus encore les oubliés de la paix. Et autre résultat que nous avons acquis, c'est que les femmes artisanes de paix qui sont issues des cercles de paix sont devenues aussi des médiatrices à tous les niveaux, local, régional et national au Mali. Et elles interviennent librement dans la gestion en partenariat avec les autorités locales
les autorités administratives et les autorités politiques. C'est une première. Et je dirais que c'est grâce au Cercle de paix que, personnellement, en tant que coordinateur de ce programme, j'ai pu bénéficier d'une certaine visibilité et j'ai été promu dans mon pays en tant que ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. C'était une première de la société civile. Et aujourd'hui, ce que je pourrais vous dire, c'est que nous avons comme conviction, comme valeur au sein de nos cercles de paix, que la paix ne peut se faire qu'autour d'une table, dans le dialogue et la négociation. La paix ne peut pas être obtenue au bout des fusils. Et je profite de cette tribune pour pouvoir adresser nos remerciements et notre reconnaissance à chaque contribuable suisse, parce que le partenariat avec la Suisse est constant et flexible. Et aujourd'hui, on est consciente. L'adage de chez nous dit que c'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses vrais amis. La constance de la Suisse a fait que nous savons qu'elle est restée à nos côtés, à nous accompagner et à nous soutenir pour faire avancer ce cercle de paix. Merci à ce beau public qui est en train de nous écouter. Voilà un peu ce que nous faisons avec nos cercles de paix. Peut-être qu'on pourra en parler davantage du contenu, etc. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bintou, aussi de nous rappeler que les femmes ne peuvent pas être les oubliées de la paix. Ça, je crois que c'est très important de le dire. Monsieur le Haut-Commissaire, vous nous avez parlé et évoqué votre rôle très important autour du développement et de ce rôle finalement autour de la médiation entre les agriculteurs et les éleveurs, dont les conflits peuvent mener effectivement à des problèmes plus graves de rupture de la paix. Comment travaillez-vous à la prévention, à prévenir ces conflits? Quelle est la manière dont vous gérez plus précisément ces tensions entre les éleveurs et les agriculteurs? C'est vrai que ce n'est pas facile parce que c'est deux acteurs qui cohabitent, qui vivent ensemble tous les jours, et puis un beau matin, le feu s'allume. Le temps de pouvoir l'éteindre, les dégâts sont énormes. Et après, c'est des rancœurs qui s'installent sur la durée, en fait. C'est ça qui est très difficile dans ces processus-là. Et surtout dans ces processus, quand la politique s'y mêle, ou d'autres enjeux cachés sont souvent utilisés pour tirer profit d'un conflit, surtout quand on est dans une année électorale, on est à la veille de certaines joutes, c'est encore plus compliqué. Mais cependant, nous avons depuis 2016, avec le chef de l'État, le président Patrice Talon, essayé de nous assurer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi, pendant tant d'années, on essaie de régler ce problème entre ces deux acteurs qui vivent ensemble, qui nourrissent nos pays, disons pas seulement le Bénin, mais qui, dès qu'il y a une petite situation, on oublie qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première observation, c'est que l'agriculture et l'élevage, généralement, dans nos pays, sont dans un seul ministère, mais le seul qui est vraiment financé et accompagné, je dirais que c'est le secteur agricole, agriculture petit A, bien sûr. Mais en matière d'élevage, pendant longtemps, le sous-secteur a été oublié. Donc, le premier principe, c'était de dire il faut qu'on se repositionne et qu'on voit comment accompagner ce sous-secteur. Donc, s'intéresser à l'acteur éleveur jusque dans son campement, pas de campement d'éleveur. Ensuite, c'est de travailler à ce que, quand on prend nos régions, vous avez le nord, le sud, le centre, mais il y a tellement de disparités en termes de développement, en termes d'accès, en termes de précarité, que avec les partenaires, la Banque mondiale, la coopération suisse, les Allemands, on s'est assis et on a dit, mais est-ce qu'il ne faut pas faire un développement un peu qui soit orienté vers les régions donc septentrionales de notre pays? Et là, on a pris l'ensemble des pays côtés, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire, en passant par le Ghana,
le Togo et le Bénin, on a déployé un programme que nous appelons le projet de cohésion sociale. À travers ce projet de cohésion sociale, c'est de travailler à renforcer les infrastructures dans les régions les plus défavorisées pour que les acteurs à la base sentent vraiment la présence de l'État et qu'ils s'identifient réellement à la localité où ils vivent. Premier élément. Le deuxième élément, c'est de travailler à ce que dans une approche de développement conduite par les communautés, qu'on puisse amener les communautés à la base à échanger sur leurs préoccupations propres, identifier leurs besoins, faire remonter ces besoins à travers les communes pour que ce soit validé dans un espace de concertation un peu plus large. Ensuite, ça remonte à l'échelle département pour être finalement acté comme projet de développement d'un village ou d'une localité. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus actuellement et je pense que ça donne l'occasion à un éleveur lambda qui n'avait jamais la chance de s'asseoir avec le chef de village ou de s'asseoir avec l'élu, ça lui donne l'occasion de venir s'exprimer et échanger. Donc c'est une dynamique qui est déjà en cours. Et cette dynamique est accompagnée à travers un projet aussi financé par la coopération suisse. Mais c'est des orientations du gouvernement béninois et nous avons ensuite négocié des partenariats en termes d'accompagnement. Et bizarrement, le programme s'appelle le programme PAIR. Mais ici, PAIR, c'est P, c'est pas X à la fin, mais c'est E à la fin. C'est le programme d'appui aux initiatives de l'élevage et à la cohésion sociale. Donc, PAIR est là quand même. Et ça nous réjouit de nous retrouver vraiment dans ce forum-là et d'en parler. Ces dynamiques sont en cours et nous pensons que d'ici quelques 2 ans, on va pouvoir accorder plus de place aux acteurs locaux à la base à travers un certain nombre d'aménagements qui est également un nexus pour nous puisque c'est travailler sur l'autonomisation des femmes. On parle de femmes éleveurs, mais de femmes agricultrices et travailler également sur l'intensification de la production, même si ce n'est pas l'intensification à l'européenne, mais au moins que nos vaches qui produisent 2-3 litres par jour, qu'on puisse monter dans le cadre de croisement, par exemple, dans le cadre d'insémination, à ce que ces vaches puissent monter. Nous sommes en train déjà de faire des tests qui sont assez positifs, à au moins 8-10 litres pour pouvoir être bénéfique pour les acteurs. Et c'est de travailler également à ce que les jeunes, parce que voilà encore un grand goulot d'étranglement que nous avons. Aujourd'hui, les groupes djihadistes, que ce soit dans le Sahel ou au nord de notre pays, à la frontière, ont comme terreau ces jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui sont souvent des laissés pour compte ou qui subissent parfois à la suite d'un conflit entre agriculteurs et éleveurs, se retrouvent dans la rue, donc ils sont facilement cooptés pour rejoindre ces vendeurs d'illusions, entre griffes que moi j'appelle des vendeurs d'illusions. Mais le travail que nous faisons pour redonner un peu plus confiance à ces jeunes et leur donner la possibilité de contribuer au développement, comme vous le voyez dans ces maquettes, qu'ils participent, qu'ils aient des activités qui génèrent des revenus dans un espace bien circonscrit, devrait permettre quand même de redonner plus de confiance entre ces 2 acteurs-là. Ce n'est pas demain la veille, parce qu'il y a eu tellement de clivages, il y a tellement de choses à combler que nous sommes dans un processus. Et quand on parle de sédentarisation, ce n'est pas un vain mot, c'est que d'ici 2-3 ans, on doit pouvoir changer de paradigme, diminuer les mobilités, les distances que l'éleveur doit parcourir avant de nourrir ses bêtes, ce qui engendre plus de conflits, même si avec d'autres scientifiques, le débat est encore là sur la table. Mais je ne vais pas rentrer dans un débat de concept. Il n'y a pas d'opposition entre sédentarisation et le pastoralisme ou la transhumance. Mais c'est de trouver à l'échelle de chaque pays, en fonction des contextes et des réalités, comment est-ce qu'on change un peu de paradigme pour nous adapter au changement climatique qu'il y a actuellement dans nos régions, pour nous adapter aux croix démographiques de nos populations, parce qu'on a plus de bouches à nourrir et il faudrait que nos systèmes de production puissent produire davantage. Il faut enfin travailler à ce que, au-delà de nous concentrer sur l'élevage, nous concentrer également sur l'agriculture qui doit travailler, qui doit évoluer dans un meilleur rendement. Parce que si aujourd'hui dans nos pays, que ce soit le Sahel ou les pays du Sud, si pour produire 1 tonne, on doit emblaver sur 1 hectare, ça veut dire que pour produire 10 tonnes, il faudrait couvrir 10 hectares. Et nous devons travailler à ce que le rendement puisse évoluer dans un espace de plus en plus réduit.
Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup d'avoir clarifié ce lien, ce nexus entre le soutien au développement et la prévention des conflits par des exemples extrêmement concrets. Et j'aimerais maintenant voir avec vous, Monsieur Randin, comment la coopération suisse, en fait, plus précisément, prend en compte ce lien entre l'humanitaire, le développement, la paix. Vous avez évoqué dans votre introduction le fait que vous travaillez avec différents départements en Suisse, mais comment cela s'articule-t-il plus précisément sur le terrain? Merci beaucoup pour la question. Je crois que la chose essentielle, c'est qu'on a une situation qui a passablement évolué ou qui a dramatiquement évolué ces 10 dernières années dans ces pays, et donc on s'adapte. Et on a vraiment regardé, à chaque année, on essaie de se rendre compte, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on a les bons instruments? Est-ce qu'on agit sur les causes profondes? Est-ce qu'on répond aux besoins urgents, aux besoins à moyen terme et aux besoins à long terme? Et je crois que c'est cet équilibre entre ces trois qui sont importants et nécessaires. Au Burkina Faso, on a des gros programmes d'éducation. On n'a pas vraiment vu venir ces déplacés internes, ces 2 millions de personnes qui sont déplacées avec leurs enfants et qui ont engorgé les écoles. Et il nous a fallu un petit peu de temps pour réaliser qu'il fallait absolument que notre programme d'éducation prenne en compte ces populations déplacées internes et accueille ces enfants. 60% des enfants déplacés n'ont pas accès à l'école. Donc je crois que c'est cette adaptation constante qui est absolument fondamentale. Ensuite, on essaie de travailler au niveau local. Je pense que pour avoir le meilleur impact possible, il faut être le plus proche possible des populations, de façon transparente. On a vu ces maquettes de planification, de façon en intégrant bien sûr la vie de tous, y compris des femmes et des jeunes, des différentes ethnies, des différents groupes, des différentes sensibilités. Donc cette approche pragmatique et locale est absolument essentielle. Quelques exemples sur les questions d'agriculteurs et pastoralisme. On forme des médiateurs communautaires, plus de 1000 au Burkina Faso, pour que ces gens-là, préventivement, voient les conflits arriver, viennent avec des solutions, font des balisages de pistes, trouvent des points d'eau de façon préventive et pas réactive. Un autre changement dans la région assez surprenant, qui m'a un petit peu surpris, c'est tout ce qui est accès à l'information. On avait auparavant une presse relativement libre, des informations assez crédibles. On a de plus en plus avec les réseaux sociaux des fake news. On a de plus en plus aussi de médias internationaux qui n'ont plus accès à certains pays, qui n'ont plus le droit d'être présents. Donc on s'est beaucoup investi dans les radios rurales, radios locales, qui vérifient l'information et qui la transmettent. On a au Mali un réseau de 85 radios qui retransmettent l'information et environ 30% des Maliens ont accès à cette information qui est considérée comme étant fiable. Et dans la lutte sur la cohésion sociale, la paix, le bien-être d'une société, d'avoir des bonnes informations, c'est un point essentiel. Un autre exemple de collaboration qu'on a avec la direction paix et droits de l'homme, au Nigeria cette fois, on a tout plein de groupes armés qui sont d'accord de se démobiliser. Ça, c'est grâce à ces médiations faites par la division paix et droits de l'homme. Mais ces gens prennent avec leur famille, veulent avoir une certaine sécurité et veulent avoir des conditions de vie et des possibilités au retour dans les endroits contrôlés par le gouvernement acceptables. Donc, la partie paix médiation convainc ces gens de venir et nous, la DDC, on donne possibilité aux femmes et aux enfants d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à des cours, à faire des activités de génération de revenus pour que ces personnes qui se déplacent des zones rebelles ou armées aient des possibilités et envie de venir et d'avoir un avenir entre eux. Donc, une bonne collaboration entre ces deux parties du département des affaires étrangères et de la Suisse. Un dernier point, c'est peut-être les questions psychosociales. C'est aussi un élément qu'on discutait peu il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, mais on se rend compte que les populations sont traumatisées par ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont vu, par leurs déplacements. Et si on veut rétablir une cohésion sociale et une société harmonieuse, il faut que ces personnes puissent en parler, puissent avoir un appui psychosocial
et se sentir bien et trouver leur place dans la société. Et c'est un appui sur lequel nous on insiste et qu'on développe pas simplement dans ces régions-là pour justement avoir cette société beaucoup plus harmonieuse et pouvoir ensuite discuter d'autres défis qui existent dans la région. Voilà quelques exemples. Merci beaucoup. Donc je retiens que la nécessité d'avoir effectivement de s'adapter constamment au contexte. Et pour avoir un impact, il faut s'ancrer dans le contexte local. Mais je retiens aussi votre dernière remarque sur l'importance de la santé mentale. C'est quelque chose qu'on note de plus en plus dans nos discussions sur la construction durable de la paix, de prendre effectivement le traumatisme durable que subissent les populations pour différentes raisons, soit pour des questions liées au conflit ou à d'autres drames, disons, qu'ils vivent dans leur contexte. Madame l'envoyée spéciale, vous avez évoqué effectivement un peu plus précisément votre rôle, le fait aussi qu'il existe plusieurs envoyés spéciaux de la Suisse dans différentes régions du monde. Quel est le rôle de la Suisse dans les processus politiques dans cette région-là auxquels vous devez faire face? Alors, je dirais que la première priorité de la Suisse, c'est de favoriser ces processus politiques dans la région. La présidente d'Éthiopie disait tout à l'heure qu'aux problèmes politiques, on a des solutions politiques. Et c'est précisément ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec le défi du fait qu'il faut s'adresser, qu'il faut travailler sur les causes profondes des conflits. Dans la région, depuis plus de 10 ans, c'est la réponse sécuritaire et militaire en particulier qui est privilégiée. Et même si elle est nécessaire, on voit qu'en tout cas jusqu'à maintenant, elle n'a pas permis ce que tout le monde recherche dans cette région, à savoir la paix, la stabilité. Donc c'est pour ça que la Suisse, chaque fois qu'elle le peut, on le voit à différents niveaux, avec tous ces instruments, elle essaie de favoriser le dialogue, elle essaie de favoriser des solutions négociées, des solutions discutées. Donc parfois on joue le rôle de médiateur, parfois on favorise des pourparlers si on a, on favorise des négociations, mais en tout cas dans tous les cas, et c'est ce qu'on appelle en général les bons offices, dans tous les cas, on essaye d'être des ponts entre les différents acteurs en présence et puis entre des parties qui auraient besoin d'être réconciliées. Ça, c'est vraiment, je dirais, une valeur ajoutée de la Suisse. Dans la région, ça veut dire que si on nous donne un mandat, eh bien évidemment, on l'accepte. Si sur la base de nos propositions, ou parfois ça vient directement des pays concernés, on nous demande un soutien X ou Y, eh bien évidemment qu'en notre matière, on essaie vraiment de saisir chacune de ces opportunités. Souvent, ces processus, pour leur garantir un succès, ils sont discrets et confidentiels. C'est pour ça que je n'entre pas plus en détail par rapport à quel pays, quoi, quand, comment. Mais il y a plein de choses qui se passent dans la région. On aimerait toujours en faire plus. Et je crois que la Suisse a une position privilégiée par rapport à ça. Je vais en venir assez fort. Ce que par exemple, dans ma fonction, j'ai pu faire, c'est par exemple passer des messages d'un pays à l'autre. Parfois, il y a des tensions. Donc, les pays peuvent nous utiliser pour faire passer un même message dans tous les pays ou pour avoir un feedback sur tel ou tel point. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut offrir aux pays de la région. Ce que j'ai entendu, et on l'a entendu aussi tout à l'heure avec Madame Bintou et le haut-commissaire, ce que j'ai entendu dans la région, c'est que la Suisse, c'est un pays qui est connu, que les autorités connaissent, grâce à la présence qu'on a avec la coopération au développement et l'aide humanitaire de longue date, des dizaines d'années, qui fait que les gens nous parlent. Donc nous, quand on vient avec des initiatives de politique de paix ou des discussions sur la politique de paix ou sur des questions, enfin avec des outils
diplomatique quelconque, eh bien, on capitalise sur cette connaissance, on profite en fait de ce qui est là et on crée depuis très longtemps. On est aussi perçu dans la région, et ça m'a beaucoup frappé quand j'ai discuté avec nombre d'interlocuteurs dans la région, comme un pays neutre, qui non seulement porte les valeurs de la paix, mais aussi l'incarne dans notre propre pays. Et on m'a aussi beaucoup dit que la Suisse, c'est le pays qui défend le droit international humanitaire. Donc les autorités nous parlent, elles nous disent des choses que parfois elles ne peuvent pas dire à d'autres pays, et ça c'est, je dirais, une de nos forces. Un autre point qui a été relevé par les interlocuteurs que j'ai rencontrés, qui est considéré comme un atout, c'est qu'on inscrit notre engagement sur le long terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour 2, 3 ans, 6 mois. Voilà, et Madame Bintou le disait tout à l'heure, hein, et ça c'est vraiment quelque chose qui a été relevé et qui est aussi parfois jalousé par d'autres partenaires. Je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais la Suisse, elle répond aussi aux besoins exprimés. En matière de politique de paix, de coopération aussi, mais voilà, on écoute, et puis c'est sur cette base qu'on propose, qu'on trouve des initiatives ou qu'on prévoit des projets ensemble, etc. On n'arrive pas avec un kit tout prêt à être mis en œuvre. Et puis une force qu'on a aussi, la Suisse, jusqu'à la fin de cette année en tout cas, c'est qu'on est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça, c'est clair que ça nous donne une crédibilité, une légitimité renforcée sur les questions de paix et sécurité dans le Sahel, mais à travers le monde. Bon, alors on a des réussites, mais on a aussi des échecs. Hein. Ça marche pas toujours. C'est parfois très complexe. Des fois, c'est parce qu'on s'y est mal pris, mais aussi parfois, on s'y prend du mieux qu'on peut, puis on n'arrive quand même pas à avoir le succès qu'on aurait souhaité avoir. Mais ce dont je suis sûre, c'est que pour avoir de la réussite, il faut être là, il faut rester engagé, il faut y croire. Quelqu'un parlait d'espoir, il faut toujours penser que c'est possible. Et puis, ce qui, pour moi, a vraiment fait une différence dans la région, c'est la confiance que notre pays a avec les interlocuteurs. Et cette confiance-là, elle permet tous les possibles. Merci beaucoup. Oui, c'est possible, la paix est possible, en effet. Je retiens de votre intervention qu'il est important de travailler sur la cause profonde des conflits et que la réponse sécuritaire ne suffit pas, et que la Suisse joue un rôle de pont, un pont qui est fort grâce à sa présence en termes de coopération humanitaire et de développement, et que ce pont permet effectivement le dialogue et la médiation, et que ça, c'est un grand atout de notre pays, en effet. Avant d'ouvrir la session questions-réponses, d'ailleurs, je vous encourage à poser vos questions au travers de cette application qui apparaît maintenant sur l'écran. J'aimerais donner aussi la possibilité à nos invités de développer un point ou de poser des questions si vous avez des questions à poser plus précises entre vous. Et ensuite, nous pourrons effectivement discuter avec le public ici dans la salle. Alors, je ne sais pas si l'un de vous ou l'une de vous aimerait poser une question à l'autre invité. Ok, on peut? Oui, bien sûr. Ok. Moi, je voudrais un peu compléter l'envoyé spécial pour le Sahel, pour dire que aujourd'hui, la question de la confiance à la Suisse dans la région réside dans la neutralité de la Suisse. Mais aussi, comme elle l'a dit, l'investissement dans les besoins exprimés. Ça veut dire quoi? Madame la présidente
de l'Éthiopie, son Excellence a eu à dire que nous voulons des solutions africaines pour des problèmes africains. Et au Mali, c'est la même chose. Nous voulons qu'on nous accompagne pour les besoins que nous exprimons. Et donc, la Suisse a cette capacité de pouvoir s'approprier ces besoins qui sont exprimés et de pouvoir agir là-dessus. Et donc, lorsque un cadre est instauré par la Suisse, un cadre de dialogue ou de résolution de quelque question que ce soit, il y a cette confiance qui est là et qui fait que aussi bien les populations que les autorités y adhèrent facilement. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à l'intervention de l'envoyé spécial au Sahel. Merci beaucoup. Monsieur le Haut-Commissaire. Oui, je voudrais revenir sur la question de la femme parce que elle tient beaucoup à ma voisine. C'est transversal. Au début, il fallait beaucoup sensibiliser sur le terrain. Je pense que nous sommes en train de dépasser cela aussi. Au Bénin, actuellement, on a même légiféré là-dessus. Parce qu'on a vu qu'au-delà d'essayer de convaincre les hommes à laisser un peu plus de place aux femmes, ça ne va pas trop vite. Je donne l'exemple de nos dernières élections législatives. Nous avons 24 circonscriptions électorales et on a dit que pour chaque circonscription, d'abord, une place est réservée à une femme. Donc ça nous fait déjà 24 femmes qui vont à l'Assemblée d'office. Ensuite, les autres places qui restent sont à challenger entre les hommes et les femmes en plus. Donc, je pense qu'au-delà des discours, au-delà de la sensibilisation, parfois il faut y aller pour donner la chance à ce que notre monde, qui depuis plus de 2000 ans a été dirigé par nous là, on puisse permettre à ce que les femmes jouent réellement leur partition dans ce processus. Peut-être qu'on aura plus de paix que ce qu'on vit actuellement. Le deuxième élément sur lequel je voudrais intervenir, c'est par rapport pour appuyer vraiment l'envoyé spécial. Parce que sur le terrain, il faut reconnaître une chose. L'intervention de la coopération de la Suisse de façon globale, c'est d'abord de s'inscrire, pas sur du saupoudrage en termes d'accompagnement, mais de s'inscrire sur une certaine durée. Donc quand un programme est monté avec des acteurs et qu'on vise, on est à l'horizon de 10 ans, au moins, vous avez la chance d'enclencher des dynamiques, des mécanismes dont on va voir un peu le changement et chaque acteur peut se retrouver sur ce long ou moyen terme en fonction de notre position. C'est très important d'insister là-dessus. Également, par rapport à la Suisse, c'est toujours le respect de ce qui est fait au niveau local. Si un gouvernement, si une institution a des orientations claires et précises, c'est plus facile de s'articuler, de l'accompagner, que de venir aider quelqu'un à pouvoir d'abord définir sa finalité, savoir où elle va, au risque de nous substituer à cette institution, à cette personne. Donc c'était important quand même de relever et de témoigner par rapport à cela. Et notre ministre des Finances, lorsqu'on signait la dernière fois la convention entre la Suisse pour accompagner le Haut-Commissariat, il a dit à la directrice de la coopération suisse, mais votre partenariat avec le Bénin, c'est sans bruit, mais très efficace à la base. Donc c'est ça qui nous réconforte dans l'accompagnement et dans le partenariat que nous avons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Donc s'il n'y a pas plus de questions avec nos panélistes, nous allons donc nous tourner vers les questions de la salle. Et je vais commencer avec la première question qui a obtenu le plus de votes. Comment est perçue la Suisse comme acteur du développement dans un contexte de décolonisation et de sentiments anti-français? Qui aimerait répondre à cette question? Je vais vous relayer parce que vous avez toujours été la première. Bon, alors, monsieur le commissaire. Vous savez, le contexte actuel du monde est très changeant. Il faudrait que, de part et d'autre, on puisse vraiment s'adapter
à ce changement. Ce n'est pas seulement l'environnement qui change et qui est très brutal, mais au niveau mentalité, au niveau de nos appréhensions par rapport même aux relations, il y a beaucoup de dynamiques qui sont en cours. Il faudrait que chacun de sa position puisse prendre cela en compte. Et plus on prend ça en compte, mieux on anticipe pour ne pas vivre ce qui s'est passé dans le Sahel. Parce que j'avoue que les responsabilités sont partagées à tous les niveaux par rapport à la situation actuelle des pays du Sahel. On est tous responsables en tant que partenaires que vous êtes, en tant qu'acteurs de nos différents pays. On a regardé le Sahel comme si c'était un problème du Sahel. Maintenant qu'on s'est embourbé là-dessus, chacun est en train aujourd'hui de regretter. Et je pense que les relations avec les autres, avec les pays côtiers, par exemple, où beaucoup se concentrent aujourd'hui pour éviter que la gangrène n'embrase toute la région, la Suisse a son mot, son rôle important à jouer dans cette dynamique. Mais la difficulté, c'est est-ce qu'on peut être médiateur? Est-ce qu'on peut être neutre réellement dans un environnement où parfois il y a tellement d'injustices qu'on a tendance à se prononcer, à prendre parti? Parce qu'après, quand vous avez pris parti, pour être médiateur, ça devient compliqué. Est-ce qu'on n'est pas en train plutôt de regretter la Suisse qui était dans la neutralité neutre que la Suisse actuelle qui a tendance à dire aussi, moi aussi j'ai mon mot à dire. Oui, mais une fois que vous avez dit le mot, pour être médiateur, ça devient plus compliqué. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Je ne sais pas si ça répond. Merci. Madame Bintou, vous vouliez rajouter quelque chose? Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'ils viennent de dire, parce que c'est effectivement ça. Il s'agit de pouvoir juger les uns et les autres par rapport aux actes posés. Et c'est ce qui renforce ces sentiments de pour ou de contre tel ou tel pays. Donc, en posant des actes, on peut être jugé par rapport à ces actes, même si l'intention était de bien faire. Donc voilà un peu, j'adhère vraiment à tout ce que Amadou vient de dire par rapport à cette première question. Merci. Merci beaucoup. Toutes ces questions sont vraiment fascinantes. Je vois qu'il y a 3 questions qui ont le même nombre de votes. Je vais poser ces 3 questions et puis comme ça, je vous donnerai l'opportunité d'y répondre. Donc, la première question, la Russie ne considère plus la Suisse comme neutre et c'est donc plus difficile pour nous d'agir en tant que médiateur au Sahel. Donc, c'est la question. Comment est-ce que la Suisse, donc je traduis directement la deuxième question, comment est-ce que la Suisse engage d'autres forces de médiation comme l'Union africaine dans ses efforts dans la région? Et la troisième question, comment les hommes dans ces communautés réagissent-ils au cercle de femmes? Donc, quelles mesures pouvons-nous prendre pour impliquer plus ces hommes et comment ces hommes peuvent-ils être aussi des champions pour le travail des femmes et l'implication des femmes dans les prises de décision au niveau des processus de fait? Donc, d'une part, la première question, comment est-ce que la Suisse travaille-t-elle avec d'autres forces de médiation dans la région? Oui. La Suisse est toujours en contact avec la plupart des acteurs dans la région. Quand elle entreprend une quelconque démarche, elle consulte les autres. On n'a pas pour vocation, comme le disait le ministre des Finances au Bénin, de se mettre en avant. C'est pas notre ADN, on va dire ça comme ça. Je disais tout à l'heure qu'on fait les choses plutôt de façon discrète et confidentielle. Donc on n'a aucun intérêt à avoir des processus redondants. On essaie vraiment de faire ce qui est utile et qui fait du sens. Donc on consulte vraiment la plupart des acteurs en présence, y compris l'Union africaine, bien sûr, pour savoir ce qu'ils font avant d'entreprendre quoi que ce soit. Donc on le fait avec l'Union africaine, mais on va le faire avec la CEDEAO, on va le faire avec les pays voisins, on va le faire... voilà.
Maintenant, concernant la deuxième question, ce que je vous ai, quand j'ai eu des dizaines, pour pas dire des centaines de réunions dans la région, c'est jamais moi qui ai parlé de la neutralité de la Suisse. Je n'ai jamais utilisé ce terme. Ce sont mes interlocuteurs, quels qu'ils soient, qui l'ont utilisé et de façon vraiment régulière. Donc, dans cette région, même si on est sous observation, hein, on regarde ce que la Suisse fait ailleurs dans le monde, c'est clair. Mais à ce stade, aujourd'hui, c'est mes interlocuteurs qui me disent que la Suisse est neutre et donc qui continuent à s'appuyer sur nous lorsqu'ils estiment que c'est pertinent, à savoir qu'on peut fournir ce dont ils ont besoin, s'ils en ont besoin, bien sûr. Merci beaucoup. Peut-être aussi à vous, Monsieur Randin, et je vais coupler ça avec une autre question qui était posée. Donc, est-ce que cette perception de la Suisse comme acteur qui a peut-être perdu un peu de sa neutralité, est-ce que cela impacte votre travail? Et pour coupler une autre question, quel est l'intérêt finalement de la Suisse à s'investir dans des questions de développement et de sécurité en Afrique de l'Ouest, de votre point de vue? Alors, la Suisse, on pose sur la question à nos interlocuteurs, est-ce qu'on est bienvenu? On est là sur invitation de ces pays, ça c'est la première chose. Et il y avait cette question, est-ce qu'on est affecté par ce sentiment anti-français? Et c'est évident qu'il y a tout un discours qui existe public, et ensuite il y a un discours un peu plus diplomatique et un peu plus de relations bilatérales. Et dans les relations bilatérales qu'on a avec ces pays, on nous dit toujours, vous êtes les bienvenus, on voudrait travailler ensemble, on apprécie votre travail, on apprécie votre façon de faire et vos interactions. Et dans la rhétorique anti-française, ils disent aussi, on n'a rien contre les Français, mais on a quelque chose contre le gouvernement français actuel. Donc il faut un petit peu nuancer ces choses, et on nous dit toujours, on veut élargir les partenariats, ça c'est la doctrine officielle. Alors pourquoi la Suisse s'investit autant dans cette région-là du monde? Alors il y a plusieurs éléments évidemment importants, il y a des questions de besoins, il y a des énormes besoins, pauvreté, d'éducation, de sécurité. Et cette sécurité peut avoir un impact à moyen ou long terme également sur les régions limitrophes de l'Europe et pourrait avoir des conséquences aussi sur des questions migratoires, peut avoir des conséquences sur des questions économiques, peut avoir des conséquences d'instabilité géopolitique. Donc, en tant que Suisse, on a un intérêt à avoir un monde en paix et un monde en sécurité. Et donc, on a un intérêt à investir où il y a ce genre de défis. Et c'est pas seulement en Afrique de l'Ouest, il y a d'autres endroits du monde, hotspots comme ça, sur lesquels on met l'accent. Et si vous regardez nos pays prioritaires, vous verrez aussi que c'est souvent des pays où la géopolitique est assez tendue. Donc, c'est un intérêt à long terme de la Suisse, d'une stabilité. On a tout intérêt à avoir un monde stable pour notre bien-être, pour notre économie, pour notre sécurité. Absolument. Oui. Juste un mot par rapport à quel est l'intérêt propre, parce que j'ai bien souligné le mot propre de la Suisse à s'investir autant dans la sécurité et le développement. Je voudrais m'adresser aux contribuables suisses. En fait, avant, on disait que le monde, c'est comme un navire. D'accord? Aujourd'hui, c'est un petit bateau, c'est une pirogue, à la limite. Moi, j'ai quitté avant-hier mon pays, le Bénin, à 23 h. Le lendemain, à midi, j'étais en train de faire une séance à la DDC, en train de visiter les locaux de la DDC. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une petite turbulence dans une petite pirogue, dans un coin de la pirogue, peut faire chavirer toute la barque. Si nous ne voulons pas que l'humanité sombre, chacun doit se préoccuper de ce qui se passe dans des contrées les plus reculées. On a l'impression que ce qui se passe au Sahel, que c'est sur d'autres planètes. Mais non, considérez que c'est juste dans le quartier voisin, à Bâle, où nous sommes ici. Donc voilà un peu ce qui doit décider chacun de sa position à ce qu'on fasse même davantage. Pour qu'on arrive, qu'on a intérêt à éteindre tout petit conflit. Et sachez que tant que le développement, tant que les disparités sont si grandes, il n'y aura jamais d'Eldorado qui soit en paix quelque part dans le monde. Donc
nous devons y travailler, nous devons y réfléchir. C'est un peu contradictoire, mais c'est ça la réalité malheureusement et on doit travailler à ce que cela se fasse. Merci. Merci beaucoup, oui, de nous rappeler que nous sommes effectivement tous liés et tous interconnectés. Madame Bintou, comment répondriez-vous alors à cette question? Comment impliquer les hommes dans ces cercles de femmes? Se sentent-ils concernés? Comment faire plus? Je dirais tout d'abord que les hommes se sentent concernés par ce travail que nous sommes en train de faire. Je donnerai un exemple seulement. Nous avons animé 4 à 5 cercles de paix à Tombouctou avec le travail des femmes. Et les femmes se sont investies dans les coins et les petits coins de la ville de Tombouctou. Et ça a amené le conseil régional de Tombouctou à inscrire aussi dans son plan de développement les cercles de paix. Et nous avons été invités pour pouvoir renforcer les capacités des hommes qui ont été démobilisés pour qu'ils puissent, parce que l'outil cercle de paix, non seulement c'est un outil de dialogue, mais c'est un outil de renforcement personnel, de traitement des traumatismes et aussi de rendre à la personne sa confiance et de pouvoir se relancer comme nouveau acteur dans le développement socio-économique de sa communauté ou de sa région. Et les décideurs de Tombouctou ont vraiment apprécié cet outil et ont demandé à ce que des hommes puissent bénéficier, puissent être renforcés par cet outil. Mais il nous faut d'abord demander l'autorisation de l'Association internationale des femmes artisanes de paix parce que c'est un outil conçu par les femmes et pour les femmes. Est-ce que nous devons impliquer des hommes? Nous avons tenté une petite expérience et je pensais cette fois-ci discuter très franchement avec les responsables de cette association. On va le faire maintenant en ligne pour nous autoriser à pouvoir vraiment impliquer les hommes dans ce travail parce que nous souhaiterons que cet outil puisse même être à un haut niveau. Pourquoi pas le gouvernement du Mali? Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Et c'est dans les cercles de paix où on se dit la vérité, où rien n'est caché, où à la fin du processus, c'est un homme nouveau qui sort. Donc, nous voulons que les hommes et les femmes du Mali puissent être aussi des hommes et des femmes nouveaux pour face à la paix. Parce que c'est là, les discussions, c'est autour de la paix. Et donc, ces discussions sont franches et permettent de travailler sur l'individu pour qu'il soit vraiment une personne utile pour sa collectivité. Merci. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour clore ce débat. Donc, nous prendrons une dernière question qui a recueilli le plus de votes et ensuite nous clorons ce débat. Donc, la question est la suivante. La Suisse va allouer 1,5 milliard de francs à l'Ukraine dans le cadre du prochain crédit pour la coopération internationale. Est-ce que vous ne craignez pas que cela sera au détriment de l'Afrique? Qui aimerait répondre à cette question? Je crois que je me sens appelé à répondre à cette question, mais je veux volontiers déléguer. Alors effectivement, nous sommes sous pression budgétaire, mais nous ne sommes pas les seuls. Vous connaissez bien les débats qui ont lieu actuellement au Parlement sur les différents crédits cadres qui sont en discussion, l'armée, la formation professionnelle, l'agriculture, la recherche et la coopération internationale en fait partie. Il y a des discussions effectivement sur cet équilibre et c'est à notre Parlement d'en décider. Ce qu'on a décidé pour l'Afrique, c'est qu'on allait maintenir tous nos pays prioritaires que l'on avait dans la période 21 à 24, pour la période 25 à 28, pardon. Il y a une exception sur les pays prioritaires, c'est l'Afghanistan qui viendra un pays humanitaire vu la situation qui est dans ce pays. Mais tout le reste, on décide de rester engagé dans le même nombre de pays que l'on était. Et j'espère que c'est un signal qui démontre notre engagement par rapport à ça.
Merci beaucoup. Nous allons clore maintenant le débat et j'aimerais déjà remercier les panélistes avant de faire quelques conclusions finales. Donc merci beaucoup. Et à vous. Je crois qu'il est important, avant de clore ce débat, de garder en tête quels sont les messages clés qui ont été amenés, en tous les cas, de ce que j'ai pu comprendre, quelles étaient vos conclusions et vos messages, que d'une part, vos interventions ont démontré l'ampleur des défis auxquels l'Afrique de l'Ouest doit faire face, mais c'est aussi important de leur rappeler les opportunités, les réponses qui sont apportées à ces défis grâce au soutien de la Suisse aux acteurs locaux. Et il semble clair que ces solutions, pour être efficaces, doivent s'appuyer sur ce fameux nexus, c'est-à-dire doivent prendre en compte tous les enjeux humanitaires, économiques, sociaux, mais aussi environnementaux pour pouvoir construire une paix qui soit durable dans la région. Et je crois aussi que vous avez extrêmement bien démontré le lien explicite et l'importance d'une articulation précise et flexible des aspects, entre les aspects techniques de la mise en œuvre de ces différents projets de soutien au développement et de la paix au niveau local, avec une politique plus globale de la Suisse en Afrique de l'Ouest. Parce que dans ces contextes, effectivement, je crois que ça a été très clairement dit ici, même l'aide au développement peut revêtir un aspect très politique. Et donc, cela nécessite une compréhension très globale de la politique dans la région. Donc, c'est avec ces messages que je vous remercie de nous avoir transmis que j'aimerais clore ce débat et vous souhaite une bonne suite des discussions dans ce forum. Merci. Bravo. C'est bon.